Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois Toulouka. Et comment aimeriez-vous, Excellence, que les Congolais vous perçoivent au-delà des titres officiels? Une femme qui est fière d'être congolaise, parce que j'aime profondément mon pays, et qui est là pour donner du meilleur d'elle-même, pour faire en sorte que les choses avancent, qu'on aille vers le développement. Quel trait de caractère vous a le plus aidé à traverser les moments difficiles? Je faisais du ménage dans des bureaux. Et il y a un monsieur un jour qui dit « Ouais, mais vous, pourquoi vous étudiez puisque vous faites juste le ménage ?» Le ménage m'aide à payer mes études. Je rentrerai dans mon pays. Wow. Et c'est là où je pourrais impacter. Avez-vous senti que vous deviez travailler 2 fois plus pour être crédible? Le plus important, c'est de ne pas décevoir. Parce qu'il faut qu'après moi, il y en ait d'autres. Une femme qui ouvre la voie. Moi, je n'ai pas besoin de briller, de montrer que je suis là. Ce dont j'ai besoin, c'est de faire le job, qu'on me voit plus. Derrière la fonction, il y a l'épouse. J'ai un mari qui est, je dirais, un mari merveilleux. Quel moment de votre vie vous revient immédiatement lorsque vous croisez votre propre regard? Question difficile, hein? Bienvenue à Silicon Village, le cœur de l'innovation à Kinshasa. Ici, chaque idée trouve un espace pour grandir. Suivez-moi. Je vais vous montrer pourquoi tout le monde parle de cet endroit. Pour accéder à notre espace de coworking, rien n'est plus simple. Tout se fait via notre plateforme en ligne. Vous réservez, vous recevez vos accès. C'est parti. Eh oui, à Silicon Village, tout est digitalisé. Bienvenue dans notre espace coworking. Ici, vous avez le choix entre un poste flexible pour la journée, la semaine ou le mois. Ou un espace dédié si vous êtes là pour le long terme. Allô? Et ce n'est pas tout, on a des bureaux privés, des salles de réunion pour vos brainstorming, conseils d'administration ou d'autres types de réunions d'environ 12 personnes. Silicon Village, au cœur de l'innovation. Je vais accueillir Madame Naomi Dambele Nsele qui va nous présenter l'émission. Naomi, est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? Bonsoir Naomi. Alors, je te laisse la place? Bien sûr, évidemment. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bonsoir. J'ai besoin d'un peu plus de chaleur de votre part. Je sens un petit stress. Ce soir, nous avons des excellences avec nous. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de chaleur? Est-ce qu'on peut leur montrer comment ça se passe sur au-delà de la surface? Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut avoir un tonnerre d'applaudissements pour vous-même? Leurs Excellences, chers convives, je suis Naomi Dambele Nsele, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur Au-delà de la surface. Alors on va évidemment commencer par remercier nos partenaires et sponsors, Silicon Village qui nous accueille et nous reçoit, Bracongo qui nous accompagne avec Eau Vive, Diprod, notre partenaire audiovisuel, le champagne par excellence GH Moom, Multifix Event qui nous accompagne pour toute la décoration émotive, Bolskria, G-Tour, ainsi que tout ce que vous verrez s'afficher sur l'écran. Alors comment ça va ce soir? Ce soir, mesdames et messieurs, Au-delà de la surface reçoit une invitée pas comme les autres. Une femme, oui, parce que c'est une femme, dont le parcours s'est construit dans la discrétion, la rigueur et le sens du devoir. Une femme dont les décisions contribuent aujourd'hui à façonner le présent et à ouvrir l'avenir de millions de Congolais.
Elle incarne une étape historique, un tournant, une pionnière dont l'impact dépasse le symbole. Mais avant les titres, avant les fonctions, il y a une trajectoire humaine, une enfance, des racines, des choix courageux, des silences et des combats intérieurs. Ce soir, nous n'avons pas choisi de commencer par un nom. Nous avons choisi de commencer par une histoire. Parce que parfois, pour vraiment comprendre une femme, il faut aller au-delà de sa surface. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, par de chaleureux applaudissements, son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois Toulouka. La première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Je vous remercie, Excellence, d'avoir accepté de nous accorder ce temps précieux, arraché à un agenda chargé, mais hyper chargé, au service de la nation. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. Justement, Excellence, en parlant d'agenda, quand les caméras s'éteignent et que les rendez-vous se referment, qui est Judith Souminois Toulouka? Ben, c'est pas compliqué, c'est Judith. Non, mais sincèrement, c'est... Bon, je rentre chez moi, je me dis, ouf, la journée est terminée aujourd'hui. On va recommencer une autre demain, mais pour l'instant, je me pose. Tout de suite, la première chose, c'est enlever les chaussures. On se reconnaît un tout petit peu, mesdames, n'est-ce pas? Enlever les chaussures... essayer d'aller voir qui est là, qui est à la maison, parce que c'est pas toujours évident. J'ai pas toujours le contrôle de savoir est-ce que mon cher mari est déjà rentré, est-ce que les enfants, en fait, il y en a un qui est en permanence, il y en a une qui part et qui revient. Est-ce qu'ils sont là, ils sont pas là, et puis le petit saut dans la cuisine. Ah oui, évidemment. Pour aller voir, alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, c'est bon, c'est pas bon, c'est comme j'aime ou que je n'aime pas, parce qu'évidemment, je n'ai plus vraiment le temps de cuisiner. Ah ça, on imagine. Maintenant, c'est plutôt de dire mes recettes. Je dis, ben, ça, il faudrait plutôt le préparer comme ça et pas comme ci. Voilà. Mais bon, c'est surtout ça. Donc, me retrouver moi, prendre le temps un peu, quand je le peux, jouer sur mon téléphone. Ah. Parce que là, ça me permet de me déconnecter totalement. Ça énerve un peu mon mari et mes enfants. Et puis, ben voilà, quand j'ai un peu de temps, c'est lire. J'aimais beaucoup lire avant. Donc maintenant, c'est un plaisir que je n'ai plus comme... Enfin, je lis beaucoup, mais je ne lis plus beaucoup pour me distraire. Donc, j'essaie de prendre ce temps-là. J'écoute beaucoup la radio. Ah, ça me fait penser à mon père, ça. Et la télé, c'est plutôt les informations, mais... Les films, c'est maintenant quand je voyage dans l'avion, je me déconnecte en regardant un film. Mais voilà, je passe mes journées comme ça et bon, c'est un petit coup de fil à ma mère pour lui dire coucou, je suis là, parce qu'elle n'ose plus m'appeler. Ah. En fait, c'est ça le comble de l'histoire, c'est de se dire, tout le monde m'appelle à longueur de journée, mais mes proches ont peur de m'appeler en se disant qu'ils vont me déranger. Et ça, c'est la chose qui me manque beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me manque beaucoup parce que je dis, écoutez, il y a tellement de gens qui m'appellent et mes proches à moi me disent, mais non, en fait, on sait que tu es submergé et on préfère ne pas te déranger. Mais je dis, mais vous ne me dérangez pas. J'ai besoin que vous m'appelez. J'ai besoin de savoir que ma mère m'appelle juste pour me dire, bonjour, tu vas bien?
Et bon, elle le fait plus souvent. Donc je lui dis, il faut le faire quand même. Mais oui, alors là, le message est passé. Hein. Si la famille est présente, appelez un peu plus, s'il vous plaît. Après tout, c'est une femme, derrière les fonctions, c'est une femme comme les autres, c'est une femme normale en vérité. C'est ce que je comprends ici. Absolument. Une fois que j'enlève ma casquette de première ministre, de chef du gouvernement, ben, je redeviens la femme lambda, Judith, que beaucoup de personnes connaissent. Mais et j'espère pour eux que je n'ai pas trop changé, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de vous, votre maman, votre époux, vos enfants, vos proches? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Souvent, c'est juste, et je pense que c'est la même réaction que j'ai eue, c'est juste le waouh. Toi, Judith, aujourd'hui, première ministre, est-ce que tu réalises? Oui. Parce que nous, c'est bon, on le vit, mais c'est difficile à réaliser. Mais c'est plutôt ça. Mais sinon, au-delà de ça, je leur dis toujours tout de suite. En fait, je sais qu'il y a quelque chose qui m'énerve souvent, c'est quand les personnes qui sont proches de moi, mais moins dans mes frères, mais mon fils a tendance à le faire, quand je suis à la maison, dire excellence. Ou vous voyez. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter parce que je dis, une fois que je suis à la maison, c'est moi, c'est Judith. C'est maman. Voilà, c'est maman. Voilà. Et comment aimeriez-vous, Excellence, que les Congolais vous perçoivent au-delà des titres officiels? Écoutez, la première chose que j'aimerais, dans la perception que les Congolais et les Congolaises ont de moi, c'est une femme qui est fière d'être congolaise, une femme patriote, parce que j'aime profondément mon pays, et qui est là pour donner du meilleur d'elle-même, pour faire en sorte que les choses avancent, qu'on aille vers le développement. Je sais que ce n'est pas facile. Nous sommes un pays compliqué. Le développement chez nous n'a pas été un développement de manière en ligne droite. C'est quand même quelque chose qui se passe un peu de manière brisée. Et je sais que beaucoup de gens attendent beaucoup de moi. Mais comme je dis, ce n'est pas une baguette magique où je secoue et que ça change. Il y a beaucoup de choses à faire, j'en suis consciente. Et je suis là pour vraiment donner le maximum. Dans le sens où, vous savez, je dis toujours, la RDC, c'est comme un puits profond de plus de 100 mètres de profondeur. Et même si vous gravissez 80 mètres, vous restez toujours 20 mètres en dessous de la surface. Et donc, celui qui est à l'extérieur vous regarde et dit, elle est encore en bas, elle n'est pas montée. Et c'est un peu ça, tout le travail qu'on fait avec le gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, c'est assez... c'est contraignant, c'est difficile, mais on donne du meilleur de nous-mêmes parce que ce qu'on veut, c'est le changement pour cette population. C'est la fin de la guerre à l'Est, c'est la fin de tous les massacres dans différentes parties du territoire. C'est vraiment que les choses changent et que le pays se développe pour que demain, le Congolais lambda puisse dire « Je suis fier d'être Congolais, fier d'être Congolaise et je suis heureux de vivre en République démocratique du Congo ». Je pense que c'est ça, c'est comme ça que je voudrais qu'on me voit. Magnifique! Une patriote et une femme qui aime son pays. Quelles sont les valeurs, Excellence, qui vous définissent le plus intimement? Je dirais d'abord l'humilité, la loyauté, l'intégrité, mais aussi la rigueur. Ceux qui ne me connaissent pas bien ont l'impression que si je suis juste une femme qui a toujours un grand sourire. Mais au-delà de ce sourire, ceux qui me connaissent bien ou ceux qui ont travaillé avec moi, ils savent que je peux être très, disons, le travail bien fait. J'aime le travail bien fait. Quand c'est pas bien, dans l'excellence. Je dis toujours, il faut aller vers le petit plus qui fait qu'on est meilleur. Et je sais que c'est pas évident. Moi-même, je sais que c'est un challenge pour moi, mais je crois que c'est important dans ce pays
il est important qu'aujourd'hui, les gens, et particulièrement les jeunes, se rendent compte que en changeant la mentalité, en changeant les choses, on aura déjà gagné beaucoup. Et c'est vraiment dans le travail bien fait, la rigueur, la loyauté. Je pense que ça, ce sont des ingrédients qui vont permettre d'aller de l'avant. Comme je dis toujours, certains me reconnaîtront, j'ai horreur du mensonge. Et j'ai horreur de faire des promesses que je ne sais pas tenir. Donc, en règle générale, j'évite d'ailleurs d'en faire parce que je dis toujours, si je dis quelque chose, alors je me bats pour réaliser. Sinon, je ne me sentirai pas fière de moi. Donc, j'essaye toujours de ne pas inventer des choses juste pour le plaisir des autres. Je m'abstiens de le faire. Une femme excellente. Non, ça ne veut pas dire que j'ai des défauts. Hein, mais bon. Bon, on va en parler plus tard. On y va crescendo, n'est-ce pas? Êtes-vous plutôt guidé par la raison, l'intuition ou la foi dans vos décisions personnelles? Ben, je dirais plutôt un équilibre des deux. La raison, parce que j'aime rester lucide, prendre des décisions en toute lucidité, en toute objectivité. Je n'aime pas la subjectivité, j'aime bien rester le plus objectif possible, être raisonné dans les prises de décision. Mais quand ça chauffe, heureusement qu'il y a la foi en Dieu. Parce que je dis toujours, toi Seigneur, c'est toi qui as voulu que je sois là. Amen. Et donc toi, tu vas me donner la force et tu vas m'aider à avancer et à trouver des solutions et toujours aller de l'avant. Donc Wow. c'est un équilibre des deux. Alors, Madame la Première ministre, je me permets d'imaginer que vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Quel trait de caractère vous a le plus aidé à traverser les moments difficiles de votre vie? Ben, je dirais la persévérance, parce que je ne m'avoue pas facilement vaincue. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Un jour, au tout début, quand j'ai été nommée Première ministre, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait « Moi, je suis à Mabundi, nana kufa nzalate ». Eh bien, ils ne se rendent pas compte. Je me souviendrai toujours en tant qu'étudiant. C'était à l'époque où il y a eu les pillages ici, à l'époque du Zaïre. Et le premier mois, vous attendez la fin du mois que papa vous envoie quelque chose, ça ne vient pas. Et deuxième mois, ça ne vient pas non plus. Et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et qu'il va falloir que vous trouviez une solution. Et on se met à jobber. On met de l'argent de côté, on fait du stop en plein hiver pour pouvoir aller au cours. Et bon, moi, je me souviens toujours, un de mes jobs, je faisais du ménage dans des bureaux. Et il y a un monsieur un jour qui dit « Ouais, mais vous, pourquoi vous étudiez puisque vous faites juste le ménage ?» Je dis ben, « J'étudie. Le ménage m'aide à payer mes études, mais je sais qu'une fois que je terminerai, je ne resterai pas ici en Belgique, parce que c'était en Belgique à l'époque. Je rentrerai dans mon pays et c'est là où je vais travailler. Wow. Et c'est là où je pourrai impacter les choses. Ici, je prends les connaissances qu'il me faut et je n'ai pas lâché. Ça n'a pas été facile. J'imagine. Mais je n'ai pas lâché et j'ai pu arriver au bout de mon parcours académique. C'est ça le plus important. J'imagine ce que ce monsieur doit se dire aujourd'hui. D'ailleurs, ce soir, nous avons quelques étudiants qui sont là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, que l'on sente? On a des étudiants ici qui comprennent aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls, que demain, peut-être que ce sera vous assis ici. Donc, ce que vous traversez aujourd'hui, la première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo l'a aussi vécu. C'est magnifique. Alors, on va un tout petit peu parler ici, Excellence, de votre enfance, de vos racines et de votre construction personnelle. Parlez-nous un peu de votre enfance, votre genèse. Quel genre d'enfant étiez-vous? Une enfant très sage,
Non, c'est la réalité. J'étais une enfant très sage qui, à l'école, essayait toujours d'être parmi les 3 premiers. Parce que sinon, à la maison, c'était pas des raclées, mais c'était des punitions. J'ai une mère qui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, quand elle vous a dans son collimateur, elle parle et ça n'arrête pas. Donc, juste pour ne pas entendre maman parler et sans vous engueuler à longueur de journée, il fallait bien travailler. Et pour mon père, il n'arrêtait pas de me dire, écoute, tu es une fille intelligente et ce n'est pas admissible que tu rates un cours. Donc, tu dois réussir. Donc, je n'avais pas le choix que de réussir. Mais bon, c'était en même temps, autant je me consacrais à mes études, mais dès que j'avais fini d'étudier à la maison, en tout cas, je rentrais de l'école, je mangeais, j'étudiais, mais dès que j'avais fini, j'allais me balader avec mes copines. Ah, ça, c'est la chose que mon père n'aimait pas. Trop bien. Mes copines m'appelaient Madame Équation. Ah. Parce que, juste une anecdote, un jour, elles sont venues me voir à la maison, elles me disent, mais on t'attend, on devait aller se promener, pourquoi tu traînes? Alors je dis, mais écoutez, j'ai une équation à 2 inconnus que je n'arrive pas à résoudre, il faut que je résolve cette équation parce que c'est pas possible. Et donc depuis, elles ont commencé à m'appeler Madame Équation. Et j'en avais même parfois les larmes aux yeux, je pleurais parce que je n'arrivais pas à résoudre un problème. Wow. Mais au-delà de ça, je suis quelqu'un aussi qui aime rigoler avec les amis, qui aime s'amuser, qui aime danser. Oui. Je ne le fais plus souvent. Ah. Malheureusement, je n'ai plus le temps et c'est parfois très difficile, mais c'était ça ma vie, avec des parents assez stricts, mais qui toléraient que je pouvais avoir des amis, que les amis pouvaient venir à la maison et que de temps en temps, c'était admissible de pouvoir sortir, aller s'aérer, etc. Mais c'était surtout au niveau de l'éducation. Quelqu'un qui devait marcher droit, en fait. Donc, en fait, l'éducation occupait une place importante dans votre famille. Absolument. On rigolait pas avec ça, on badinait pas avec l'éducation chez nous. Il fallait filer droit, il fallait s'assurer qu'on avait rempli sa part, sa tâche. Nous, les parents me disaient tout le temps, nous, notre rôle, c'est de vous nourrir, de vous aimer, mais de vous payer les études. Vous, votre rôle, c'est d'étudier et de ramener des bonnes notes. C'était ça le contrat. Justement, parlons un tout petit peu de vos parents. Y a-t-il une image, un souvenir ou une parole de vos parents qui vous accompagne encore jusqu'aujourd'hui? Bon, il y a pas mal de choses à dire. Je dirais que mon père me disait toujours, si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi d'abord. C'est fort ça. L'autre chose, c'était une chanson qu'on chantait souvent avec mon père. C'était une chanson en Kikongo, mais j'espère que je vais pouvoir la rechanter correctement, où il disait Ngei mwana sikola, unainga nguko. Donc, toi, enfant de l'école, tu n'es pas intelligente. Tangozayo son sakana, unainga nguko. En fait, mais il nous faisait rire parce qu'il nous disait que la chanson au départ, c'était une chanson en français qui disait « Enfant de l'école, travaillez gaiement, chaque instant son vol, il ne reviendra plus ». Mais quand ils l'ont transformé en Kikongo, ils l'ont transformé en « Enfant de l'école, tu n'es pas intelligent, tu passes ton temps à t'amuser, tu n'es pas intelligent ». Oh là. Je crois que c'était plutôt la rime plutôt que le message. Mais bon, c'était des chansons comme ça que notre père nous chantait et qu'avec lui, quand on était surtout dans la voiture le matin ou le midi, quand il venait nous prendre à l'école, on chantait et tout. Et donc, c'est des choses qui restent. Magnifique. On en apprend des histoires aujourd'hui. Hein. On passe un agréable moment, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez très tôt rêvé d'un rôle de leadership ou ce chemin s'est dessiné progressivement dans votre vie? Bon, je n'ai pas rêvé d'être Premier ministre, non, je n'ai jamais rêvé à ça. Mais je crois que les choses se sont faites petit à petit. Ma mère m'a toujours dit, il faut que tu étudies, il faut que tu travailles,
parce que c'est ça qui va définir ce que tu seras plus tard. Et mon père, de très jeune, je crois que je devais avoir peut-être 5 ans, il m'appelait la secrétaire de papa. Et à l'époque, je me rappelle, mon père était ambassadeur au Tchad et la résidence était de l'autre côté de la rue par rapport à l'ambassade. Alors moi, les après-midi, après avoir à 5 ans, on n'a pas beaucoup de devoirs, on est à la maternelle, il n'y a pas grand-chose à faire. Je sortais de chez nous et je traversais la rue pour aller au bureau de papa, à l'ambassade, et j'allais m'installer dans son bureau. Je disais, mais non, moi, je suis la secrétaire de papa, donc toute personne qui entrait, c'était les après-midi. En ce moment-là, il n'avait pas beaucoup de visites. Et donc, j'essayais de jouer à la secrétaire. Et mon père disait, ben voilà, cet enfant ira loin. Papa avait raison. Magnifique. On va un tout petit peu parler de votre parcours également. Est-ce que vous avez dû faire, Excellence, des sacrifices personnels pour atteindre ce niveau de responsabilité? Sacrifice, plutôt, disons que c'est la conscience qu'il faut bien faire les choses pour pouvoir évoluer. Et donc, c'est plutôt le travail, et toujours le travail. C'est vrai qu'à un moment donné, ça a impacté ma vie. Vu que, bon, je me suis mariée et mon mari ne s'est jamais posé la question si je devais travailler ou pas, parce que dès le départ, je pense qu'il savait qu'il épousait une femme qui travaillerait. Mais, ben voilà, je n'ai eu que... je n'ai eu que 2 enfants. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, bon, si je veux évoluer professionnellement, je veux avoir mes enfants, je veux être maman, je veux être mère, mais je veux aussi avoir le temps de pouvoir travailler et de m'épanouir dans un travail que j'aimerais. Donc j'ai fait des études économiques, etc. Et quand je suis rentrée au pays, il se fait que j'ai été recrutée dans une banque. Et je ne pensais pas après que j'allais me retrouver dans le système des Nations Unies. Ça a été un hasard où un jour, on m'a dit, écoute, tu ne veux pas rencontrer monsieur le directeur du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour échanger avec lui, peut-être que tu auras la possibilité d'avoir un emploi. Donc j'ai été voir le monsieur, il m'a reçu très gentiment, je me suis présentée, on a discuté, puis il m'a dit à la fin, écoutez, je n'ai pas d'emploi pour vous. Mais comme j'avais promis que j'allais vous rencontrer, je vous ai juste rencontré pour ça. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave, mais prenez quand même mon CV, on ne sait jamais. Et 6 mois après, on m'appelle, on me dit, mais on vous cherche au Commissariat aux droits de l'homme. Et ils me disent, bon, écoutez, on a besoin de quelqu'un pour être assistante administrative et financière, mais c'était juste pour 3 mois. Et à l'époque, j'étais mariée, mais on n'avait pas encore d'enfants. Alors j'ai fait les calculs. Là, j'ai fait vraiment les calculs. Je me suis dit, bon, où j'étais à la banque, je n'étais pas encore recrutée en tant que staff, mais j'avais négocié les choses. J'étais stagiaire. Au début, vous savez comment les choses se passent. C'est vous on vous a demandé d'être stagiaire, donc on renouvelle le stage. Et puis après, on vous dit, oui, à votre demande, on vous prolonge votre stage. Mais bon, j'avais pu négocier d'avoir les avantages d'un fondé de pouvoir. J'étais stagiaire, mais j'avais tous les avantages d'un fondé de pouvoir parce que je l'avais négocié. Ah ben oui. Vous entendez les étudiants je l'ai négocié. Et donc, j'ai fait un calcul en disant, bon, ce qu'on m'offre au Commissariat aux droits de l'homme, en 3 mois, c'est mon salaire de 6 mois de l'autre côté. Je n'ai pas d'enfant. Donc, pourquoi pas tenter le coup? Je prends le risque. J'ai pris le risque. Et de 3 mois, c'est passé à 6 mois, puis 1 an. Et c'est comme ça qu'ensuite, j'ai pu faire carrière aux Nations Unies. Waouh. C'est magnifique. Et j'ai commencé comme assistante administrative et financière pour terminer programme spécialiste et team leader de l'unité gouvernance au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Un magnifique parcours.
Est-ce que vous avez déjà douté de vous-même, Excellence? Et comment est-ce que vous avez surmonté ces doutes? Parce qu'on sait comment ces voix-là négatives, elles peuvent être intrusives, comment elles peuvent quelquefois nous emprisonner. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Je suis un être humain avant tout, hein. Je ne suis pas un robot. Non, mais en fait, j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours des gens qui ont su me pousser à me relever. Juste un exemple. J'étais au Haut-Commissariat aux droits de l'homme comme assistante administrative et financière et je passe un processus compétitif pour devenir chargée de programme au Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Et là, les deux personnes qui arrivent en tête, moi j'étais deuxième, la première a le poste de chargée de programme. Le représentant résident que je ne connaissais pas à l'époque dit, mais écoutez, dans la deuxième personne, comme c'était des postes équivalents que la dame laissait, celle-là, on la prend comme expert national, comme ça, on n'a plus besoin de faire le recrutement. Un hasard, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Il a juste vu les notes, l'évaluation du processus compétitif, parce que c'était des interviews, tests et tout ça. Donc, on me recrute comme expert national. Et quand l'autorisation de recrutement arrive de New York, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas, quelqu'un qui est aux opérations me dit, écoute, il y a eu ton mail pour ton recrutement, va aux ressources humaines. Donc j'amène le mail aux ressources humaines et la personne qui était là prend le papier, me regarde et dit, ça faisait 1 an que j'étais aux Nations Unies, il dit, à peine arrivée, assistante admin et finances, aujourd'hui expert national. Là, j'ai jeté le papier par terre. Mais non. Il me dit, je vous appellerai. Comme ça. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Je suis sortie de là. Je suis rentrée dans mon bureau. Je raconte ça à quelqu'un une amie qui était au PNUD et qui me dit, bon, t'inquiète, là, tout le monde est en train de se poser beaucoup de questions en disant, mais cette femme, cette jolie petite femme-là, est-ce qu'elle a maïl? Est-ce qu'elle a un diplôme? Attends, à Penza, il y a solo. Est-ce que ça, c'est pas encore une promotion canapé? Et j'étais tellement choquée que j'étais en pleurs. J'ai commencé à pleurer en disant, mais des gens qui ne me connaissent pas, comment est-ce qu'ils peuvent penser ça de moi? Et j'ai une amie qui est entrée dans mon bureau à ce moment-là. Elle était au PNUD. Donc moi, je quittais le Haut Commissariat aux droits de l'homme pour aller au PNUD. Elle était au PNUD et venait au Haut Commissariat aux droits de l'homme. Elle était assistante au programme et elle venait comme expert national. Donc on faisait vraiment le switch. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je raconte, elle me dit, écoute, alors t'es jolie, et alors? Et en plus de ça, t'es intelligente. Mais tant mieux. T'as des diplômes. Ben alors c'est parfait. Donc, il n'y a pas à pleurer, tu assumes et tu avances. Waouh. Et voilà, elle m'a fait avancer. Grâce à ça, chaque fois je me rappelle, c'est une amie qui s'appelle Françoise, et chaque fois je me rappelle de cette phrase, et je lève la tête et j'avance. C'est pas évident, hein? Mais l'autre chose, c'est un représentant résident que j'ai eu, et lui me disait toujours, il me dit, écoute, tu n'es pas quelqu'un, parce qu'à l'époque je parlais pas beaucoup, j'ai appris à parler. Ça marche. Il me disait, écoute, je sens que tu es quelqu'un de très timide et tout, mais tu dois pouvoir t'extérioriser. C'était très dur pour le faire. Et il me dit, un jour, il me dit, écoute, le problème n'est pas de se tromper. L'erreur est humaine. Le problème, c'est quand tu persévères dans l'erreur. Tu dois, quand tu te trompes, c'est humain, ça peut arriver à tout le monde. Tu dois juste te rendre compte que tu t'es trompé et reconnaître ton erreur et avancer. Ne pas reconnaître son erreur, c'est là où il y a un problème. Donc, tu sais que tu peux, avance et n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de faire des erreurs. C'est des choses qui arrivent et c'est normal dans un parcours professionnel. Magnifique. Donc, voilà. Magnifique. Magnifique. Alors ça, c'est une question que je pose pour beaucoup de femmes qui sont présentes ici. En tant que femme, avez-vous senti que vous deviez travailler 2 fois plus pour être crédible? Disons que
comme beaucoup de femmes, on a besoin de faire nos preuves, de montrer aux autres que nous sommes capables. Mais encore une fois, comme je le dis toujours, c'est le travail qui règle tous les problèmes, le travail et les résultats qui viennent en bout de chaîne. Et une fois que les gens se rendent compte, parce que, bon, même en étant ministre, hein, j'ai eu, pas plus tard qu'il y a peut-être un mois, j'ai reçu des députés chez moi au cabinet. Et bon, on discute, ils viennent, ils me posent des questions, des problèmes. Le PDL, ça ne va pas. Alors j'explique d'où on est parti, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les contraintes. En fait, ça a été vraiment une séance où je leur expliquais comment les choses se passent, qu'on a telle contrainte, mais pourquoi il y a cette contrainte et quels sont ceux qu'on est en train d'envisager pour aller au-delà de ces contraintes. Et cet honorable m'a carrément dit, en tout cas, Nazaro mono kaka moi sumoro boye lelo nakamwe. Il y a pas longtemps, hein. Donc mais je pense que le plus important c'est le travail et de ne pas faire attention à ce que les autres pensent, mais c'est juste de se dire on a un job à faire, on a un travail à faire, on le fait, on avance. Et d'ailleurs moi en règle générale, quand je dis toujours quand je suis en réunion, que je dirige une réunion, j'oublie qu'il y a des hommes et des femmes autour de moi. Pour moi, je suis avec des collègues, je suis avec des collaborateurs, et ensemble, on doit travailler, trouver des solutions et avancer. Et je pense que c'est ça le plus important. Et je pense que ça devrait être comme ça. C'est comme ça que ça devrait se passer. Ici, on va un tout petit peu parler du poids, hein, de la responsabilité de la fonction. Alors, beaucoup de femmes s'identifient et ont une grande admiration pour vous. Comment portez-vous le poids de la responsabilité d'être la première femme, première ministre de la République démocratique du Congo à l'égard de la gente féminine? Ben, je pense que... Je vais peut-être leur poser la question. Non, je pense que le plus important, c'est de ne pas décevoir. Pourquoi ne pas décevoir? Parce qu'il faut qu'après moi, il y en ait d'autres. Ouh. Une femme qui ouvre la voie. Ouais. Na fungo linzela. Amen. Et donc, c'est une lourde responsabilité parce que ça demande de travailler dur, de faire attention et de s'assurer qu'on a des résultats. C'est pas toujours évident, comme je l'ai dit au départ, hein, le puits de 100 mètres là. Mais il faut garder le cap et s'assurer que ce qu'on fait, on le fait bien et on doit le faire en harmonie avec le chef de l'État, avec qui je discute. Une fois par semaine, on a une réunion avec le chef de l'État pour discuter des dossiers, voir comment faire avancer les choses. Nous avons nos réunions statutaires avec les membres du gouvernement, pas seulement la réunion du Conseil de ministres, mais on en a d'autres. Moi, par exemple, je tiens une fois par semaine la réunion de conjoncture. Et donc, il faut ne pas décevoir, il faut s'accrocher et montrer que ce n'est pas vain. On ne m'a pas mis là comme figurante, mais on m'a mis là pour faire le job. Et comme je dis toujours, moi, je n'ai pas besoin de briller, de montrer que je suis là. Ce dont j'ai besoin, c'est de faire le job. Qu'on me voit pas, c'est pas ça le plus important. Et je dis toujours, chaque ministre dans mon gouvernement a un rôle. Et pour moi, chaque ministre doit jouer son rôle. Je ne suis pas là pour prendre la place de mes ministres. Chacun doit jouer son rôle. Moi, j'assure la coordination et je m'assure que les choses avancent correctement. Et je pense que c'est ça le plus important. Et pour les femmes qui me regardent, c'est d'assurer que demain, elles pourront faire mieux que ce que je ne fais aujourd'hui. Et je pense que c'est ça le plus important. Et c'est dans la manière de faire les choses. C'est aussi... comment je vais le dire? C'est aussi comment je m'assure que, en tant que femme, elles se disent, tiens, celle-là, c'est un modèle et qu'on pourra toujours aller de l'avant. Et j'espère que celles qui viendront après moi feront encore plus, mieux que ce que je ne fais aujourd'hui. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un monde
où les hommes pensent avoir la science infuse. Et je dis toujours aux hommes, c'est que vos mamans qui vous ont élevés, si elles n'étaient pas capables de vous élever, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien. Et donc, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est que ces femmes-là ont eu un bon sens, ont eu une intelligence pour bien mener les choses. Et donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Comment on travaille en toute harmonie avec l'ensemble du gouvernement pour montrer que les choses peuvent se développer. Mais bon, on pourra peut-être, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon je vais partir. Hein. Ça viendra, Excellence. Laissez-moi vous dire que vous brillez naturellement. Merci. Dites-nous un peu, Excellence, quel est le moment où vous avez réellement pris conscience du poids historique de votre nomination? Je crois que le jour où on m'a appelé, bon, le chef de l'État m'avait dit, ça sera peut-être toi, vous êtes au moins 3 candidats, et je verrai. Donc, les gens ont commencé à parler, il y avait les rumeurs dans tous les sens, et je me demandais bien d'où ça venait, mais enfin bon. Le jour où on m'a appelé pour me dire, bon, tenez-vous prête, on va vous appeler pour monter. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça? Et puis on m'appelle, on me dit, bon, maintenant vous pouvez venir à l'OUA. Je dis, ok, je suis montée. Et tout de suite, on m'a fait entrer dans le bureau du chef de l'État, du président de la République. Et il m'a dit, Madame la Première ministre. C'est là où j'étais... Waouh. Waouh. C'est à ce moment-là que... Bon, je crois que j'étais un peu sonnée, même si, vous savez, en y allant, vous dites, bon, c'est ça, mais sur le moment même, c'est un hypercute droit, là, un peu sonnée. Et bon, il m'a dit, bon, asseyez-vous. Donc, je me suis assise et je lui ai demandé, mais pourquoi moi? Bon, voilà. Bon, on veut savoir, non? On est un peu là pour ça. Vous voulez savoir? Oui. Mais il faudra aller lui poser la question. Excellence, on sait un peu comment ça se passe quand on est exposé et qu'on atteint les hautes sphères. Comment est-ce que vous gérez la pression et les critiques? Bon, maintenant ça va. J'ai appris à gérer. Je me souviens toujours au tout début, je regardais, bon, je lisais un peu les réseaux sociaux. De temps en temps, j'entre quand même pour voir qu'est-ce que les gens disent. Hein, parce qu'on ne peut pas juste se voiler la face et dire on ne se demande pas ce qui se passe autour de nous. Et puis je vois un commentaire, quelqu'un qui écrit « cette idiote », point d'exclamation. Je me suis dit, waouh, ce monsieur ne me connaît pas, ni d'Adam ni de Ève, il ne me connaît pas. Il ne sait pas d'où je viens, qui je suis, juste parce que je suis nommé Premier ministre, ça lui donne le droit de me traiter d'idiote. C'était un choc, parce que en fait, je ne pensais pas que la méchanceté pouvait aller jusqu'à ce point-là, je ne pensais pas. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais rencontré. Peut-être que si je n'avais pas été une figure publique et qu'il m'aurait rencontré dans d'autres circonstances, il ne m'aurait jamais traité d'idiote. Mais simplement parce que, pour X, Y raison, hein, il n'est pas d'accord, qu'il veut montrer un désaccord total, il dit idiote. Ça fait mal. Ah oui, parce que bon, cette personne ne vous connaît pas, ne sait pas qui vous êtes, à la limite même ne vous a peut-être même jamais rencontré, mais a estimé que derrière ce filtre des réseaux sociaux qui vous permet de parler sans être connu, vous permettez de dire ce que vous voulez, ce
comme vous le sentez, et parfois même on le voit aujourd'hui, comme on les appelle, certains gnosologues pensent qu'ils savent tout. Les gnosologues. Et vous savez, moi j'ai déjà posé des questions à quelqu'un en disant, bon ok, quelqu'un qui me disait, ouais mais j'estime que voilà, tu tiens pas suffisamment bien les membres de ton gouvernement, etc. Moi je suis quelqu'un d'ouvert. Je ne suis pas là à aller brimer les membres de mon gouvernement. J'estime que chaque ministre doit avoir cette possibilité de faire son travail en toute latitude. Et je ne suis pas là pour être derrière en train de les brimer. Ce n'est pas mon style de management en tout cas. Et quand la personne me dit « oui, tu ne les tiens pas suffisamment bien », je lui ai juste demandé « tu serais à ma place, qu'est-ce que tu ferais ?» La personne n'a jamais pu me répondre. Ah. Donc c'est facile, c'est vrai, c'est facile de critiquer, surtout quand on n'a pas tout le contour de la chose publique. Moi aussi, hein, en étant à l'extérieur, je parlais beaucoup. Ouais, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi? Bon, mais je peux vous garantir qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on se rend compte des méandres, on se rend compte de tout ce qu'il y a autour, qu'une décision, quand vous la prenez, elle a des répercussions sur d'autres mesures, d'autres décisions, et que ce n'est pas aisé de dire on prend telle décision en ne tenant pas compte de tout le reste. Vous allez contenter certaines personnes et d'autres personnes ne seront jamais heureux, mais c'est ça aussi gouverner. On ne gouverne pas pour faire plaisir aux gens. On gouverne pour que le pays puisse avancer et pour qu'on puisse se développer. C'est ça le plus important. Magnifique. Madame la Première ministre, vous avez une fonction extrêmement importante, exposée comme on vient de le dire. Est-ce que vous vous accordez encore le droit à la vulnérabilité? Bon, je suis un être humain, je ne suis pas un robot. Donc de temps en temps, c'est... Mais tout de suite, tu te dis, non, allez, on se lève et on avance. Vous savez, quand on dirige, c'est l'adversité qui vous aide à avancer aussi. C'est quelque chose qui, vous dites, faut pas lâcher. On lâche pas. On se relève, on avance parce qu'on sait que même si ça va pas, demain, on va poser certains éléments qui vont permettre d'avancer. Et je pense que aujourd'hui, beaucoup ne pensaient pas qu'on serait où on est aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. Vous savez, quand je regarde, les gens ont tendance à dire ce gouvernement ne fait rien, le chef de l'État ne fait rien, mais il faut aller au fin fond du pays. Allez voir quand il y a des écoles qui sont construites alors qu'avant c'était juste des écoles en chaume, des classes en chaume. Quand vous avez des centres de santé à des endroits où ils n'en ont jamais eu en briques. Vous savez, moi j'ai été dans certaines contrées où je me souviens quelqu'un qui me dit, maman, à l'époque j'étais ministre au plan, qui me disait, maman, nandenge na kola na komi tata mukolo boye, nan batongela biso bâtiment brique te. Et c'est katozali. Mais avec le chef de l'État, on a pu le faire. Et c'est juste un exemple. Je pense que les étudiants aujourd'hui ont vu aujourd'hui ce qu'est devenu l'IPN, n'est-ce pas? Le campus de Kinshasa. Là, maintenant, on a l'université de Kananga, l'université de Mbujimayi. Bougné est en train de se terminer. Il faut le faire. Et il faut le faire pendant qu'on est en guerre. Pendant que beaucoup de ressources vont justement pour la sécurité du pays. Alors que c'est quelque chose qu'on n'avait pas projeté au départ. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte. Que parfois, il faut beaucoup de sacrifices, mais aussi beaucoup d'ingéniosité pour pouvoir faire avancer les choses. Je sais, aujourd'hui, là, même si certains peut-être ne voudraient pas que je le dise, on parle beaucoup ces jours-ci du retard dans la paye des fonctionnaires. Mais ce que les gens ne disent pas,
c'est qu'en décembre, fin décembre, en janvier, parce qu'il s'agit de janvier, en premier lieu, avant le 28 janvier, on avait déjà payé les policiers, les militaires, les enseignants de Kinshasa. Et ensuite, on y va graduellement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en début d'année. Qu'en début d'année, les recettes fiscales ne sont pas entrées, elles viendront en avril. Donc, janvier a toujours été un mois assez difficile. Et beaucoup le savent, mais certains décident de dire que rien n'est bon. Mais on a combien de mois d'arriérés de salaire? C'est vrai, surtout pour certains fonctionnaires qui sont à l'intérieur du pays, pas beaucoup, mais il y a des retards parce que certaines structures qui font les paiements ont eu certains retards, etc. Il y a eu des vols et tout. Ça, ce sont des choses qu'on est en train de régler d'une manière ou d'une autre. Mais arriver à pouvoir payer les salaires tous les mois dans un pays qui est en guerre, qui fait face à la guerre, je pense que ce n'est pas évident. Et les gens ne se rendent pas compte des efforts qui sont faits. De s'assurer qu'on mette en place la gratuité de l'enseignement pour l'enseignement fondamental et que ça fonctionne. Même si maintenant, comme on l'a dit, on doit travailler sur maintenant la qualité de cet enseignement avec des meilleures infrastructures, avec une amélioration de la rémunération des enseignants, ce qu'on a d'ailleurs commencé à faire parce que malgré la situation de guerre, on a commencé à faire des ajustements pour commencer à respecter les accords qui ont été signés avec les bancs syndicaux, qu'on a commencé à travailler sur la couverture santé universelle. Bon, on a parlé des universités, on a augmenté la solde des militaires et des policiers. Je pense que les gens ne réalisent pas qu'on peut le faire en situation de guerre, alors que dans cette situation de guerre, les dépenses sécuritaires ont augmenté. Les gens ne réalisent pas toujours. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est d'avancer, de réaliser ce qu'on a à faire et de faire même un peu plus, de se projeter en avant et dans cette adversité, d'avancer toujours. Parce que notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de ne pas s'arrêter et de pleurer, mais notre rôle à nous, c'est de trouver des solutions et de toujours aller de l'avant pour le bien-être de la population congolaise. C'est ça qu'on doit garder. Eh bien, moi, j'ai envie de dire Longonia, maman. Derrière la fonction, il y a l'épouse et la mère. Comment trouvez-vous l'équilibre entre ces responsabilités envers l'État et votre vie personnelle? Disons d'abord, j'ai un mari qui est, je dirais un mari merveilleux, parce que beaucoup me demandent, mais comment je fais? Ça s'applaudit. Je pense que ça a toujours été un monsieur qui m'a poussée. Comme je dis au départ, il m'a épousée en sachant qu'il épousait une femme qui travaillerait. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours poussée à aller de l'avant. Quand il sent que je flanche, il me dit « Mais non, ne te décourage pas, ça va aller, tu vas trouver une solution, ça ira. » Et donc, il m'épaule et je peux compter sur lui. Et donc, ça fait aussi que il est moins exigeant sur un certain nombre de choses. Par exemple, il ne va pas exiger que ce soit moi qui ai cuisiné pour que lui puisse manger. Mais moi, je vais m'assurer, par exemple, qu'il a mangé. Je veux m'assurer que, même si ce n'est pas moi qui va repasser la chemise, je vais m'assurer que sa chemise a été repassée, voilà, je vais m'assurer d'un certain nombre de détails qui sont importants pour lui. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. J'ai entendu bravo dans le public. Alors, les enfants, eux, ils me challengent d'ailleurs. Parce que si je vous dis les débats qu'on a parfois à la maison, en disant « Mais non, mais ça ne va pas, est-ce que vous ne vous rendez pas compte ?» Donc, c'est vraiment des débats avec mes enfants. Mais en même temps, ils savent qu'ils peuvent compter sur leur maman. Parce que je suis là pour les conseils quand il faut. Je suis là aussi pour crier ou engueuler parfois. C'est pas souvent, à ma mère, ça. Hein? C'est pas souvent, parce que parfois je dis non, ça c'est pas possible, tu peux pas le faire comme ça, etc. Donc, on essaye de trouver un équilibre. Et je crois que
le fait de se garder des moments, par exemple, je sais que certains de mes ministres aimeraient venir un peu plus souvent chez moi à la maison, mais je leur dis, chez moi, c'est mon entre privé où j'ai ma famille à gérer et je veux avoir le temps de gérer ma famille. Et donc, en règle générale, le dimanche, par exemple, c'est consacré à ma famille. Ça arrive que je sorte parce que j'ai aussi des obligations, mais quand je peux, vraiment, j'ai des moments que je consacre à ma famille pour pouvoir compenser tous les moments, toutes les heures où je ne suis pas là. C'est magnifique. Alors, Excellence, Madame la Première ministre, vous êtes sur Au-delà de la surface et ici, on a une séquence qu'on appelle la séquence miroir, n'est-ce pas? Je vais donc demander à mon assistant Fanfan de bien vouloir s'avancer avec le miroir. On le connaît un peu ici. Là, il va s'avancer devant la... Non, il va s'avancer devant la Première ministre. Pour lui, c'est un honneur. C'est pour ça qu'il est encouragé par le public qui le connaît très bien. Ok. Alors, monsieur. Excellence, Madame la Première ministre, je vais vous demander de vous regarder. Oui. Quel moment de votre vie vous revient immédiatement lorsque vous croisez votre propre regard? Question difficile, hein? Quel moment de ma vie? Je crois que je vois cette jeune fille qui aimait beaucoup danser et qui souriait tout le temps. D'ailleurs, je souris encore aujourd'hui. Vous savez, pour la petite anecdote, un jour, il y a longtemps, hein, mon père, je sais pas, il m'avait engueulé, je sais plus pourquoi, et je souriais. Alors, il m'a dit, mais Yoko Balate, c'est quoi cette fille qui sourit tout le temps? Mais bon, le Seigneur a fait que je me suis mariée. Ça fait 28 ans de mariage et 40 ans qu'on est ensemble. Hein. Ouais. Et c'est cette petite fille qui rêvait d'aller loin, mais en ne sachant pas où elle allait se retrouver. C'est celle-là que je vois. Justement, Madame la Première ministre, en parlant de celle que vous étiez autrefois, qu'est-ce que la petite Judith aurait pensé en vous voyant aujourd'hui à la tête du gouvernement? Tu as vu cette femme-là? Elle est première ministre. Et donc, il y a de l'espoir pour les autres. Waouh! Pour les petites filles. Et je vois ça dans leur regard. Quand je vais dans la première sortie que j'ai faite dans une école, j'ai vu ces petites filles qui venaient autour de moi et qui me regardaient avec admiration. Et je me suis dit, ouais, ça fait quelque chose. Et il faut qu'il y en ait d'autres après moi. Et donc, l'éducation, là, c'est important. Il faut qu'elles aillent à l'école, qu'elles apprennent et qu'on leur donne les moyens d'aller beaucoup plus loin pour que demain, elles puissent prendre le relais, qu'elles soient notre relève de demain. Au-delà des fonctions, quelle femme souhaitez-vous que ce miroir continue de refléter dans 10 ans? Ben, j'espère que je ne sortirai pas aigrie, que je serai toujours cette Judith qui sourit, malgré l'adversité. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. J'ai pas parlé de ce trait de caractère beaucoup. Et je pense que ce sourire m'aide à encaisser beaucoup de choses et à toujours voir les choses du bon côté. Et j'espère que je resterai cette personne-là, humble, qui aime voir ses amis. J'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'en ai quelques-unes que j'aime chèrement, même si je ne les vois pas tout le temps. Mais de temps en temps, un petit mot. Il y en a une tous les matins, un petit mot. Bonne journée, que Dieu te garde. Voilà. Mais j'espère que je resterai cette personne-là. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Le plus fier.
Je dirais ce que je suis aujourd'hui. J'aurais aimé que mon père me voie. Mais surtout, celle que je suis restée. Parce que vous savez, le pouvoir, ça peut vous changer quelqu'un. Et je n'aimerais pas, je ne souhaiterais pas changer. Je veux rester la Judith que j'ai toujours été, que mes amis connaissent, que ma famille connaît. C'est vrai. J'ai entendu déjà des gens qui me disent « Ososal est la pouvoir ou anaté. Bassa est la pouvoir ndéni. » Si ce n'est que de travailler pour qu'il y ait des résultats et sinon garder sa personnalité parce que c'est peut-être ça qui fait ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Qu'est-ce que je pense de moi-même après tout ce que j'ai dit? Parfois, je me dis, Judith, tu pourrais être un peu plus dur, mais je sais que c'est faux parce que c'est pas ma personnalité. Je suis quelqu'un qui peut être très cassante ou quand je me rends compte que c'est quelqu'un qui veut saboter mon travail. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'on veuille saboter le travail que je fais. Mais sinon, à part ça, bon, je me vois telle que je suis. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ça va être ma dernière question face au miroir. Êtes-vous heureuse, Excellence? Je dirais oui. Même si il y a des moments de tristesse, il y en a. On ne peut pas diriger un pays comme la République démocratique du Congo, diriger son gouvernement avec tous les problèmes qu'il y a et ne pas avoir ces moments de tristesse, ces moments de frustration. Mais je crois que le fait d'être heureuse permet de positiver et de se dire qu'on est là pour voir les choses du bon côté, que les choses s'améliorent. Et ça, je crois que c'est ça qui me permet d'avancer et de positiver toujours. Magnifique. C'était la séquence miroir d'au-delà de la surface. Merci beaucoup, Excellence, d'avoir joué le jeu. Je vais demander à Fonfon de venir retirer le miroir très rapidement. Donc ça veut dire que dans la salle, les gens connaissent ça. Oui. Alors, on va un tout petit revenir. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour ce moment, histoire de redescendre un peu de l'émotion? On va un peu parler donc de vous en tant que femme, encore, de leadership et d'inspiration. Pensez-vous que le leadership féminin apporte une approche différente du pouvoir? Je dirais que en tant que femme, il y a toujours une petite touche particulière. C'est vrai que je vois souvent, tout de suite, quelqu'un va commencer par Excellence Madame la Première ministre et rapidement on va aller sur Maman. Au début, j'étais un peu frustrée, puis je me suis dit non, ça ne sert à rien d'être frustrée parce que je crois que les gens qui regardent une femme au pouvoir s'attendent à ce qu'elle puisse résoudre leurs problèmes en tant que maman, en faisant attention à un certain nombre de choses, en prenant en compte un certain nombre de considérations. Et c'est cette manière de gérer qui, je pense, est différente de la manière d'un homme. Mais sinon, au-delà, je pense qu'en termes de résultats, on peut arriver tous au même résultat. Mais c'est juste la manière dont on appréhende les problèmes, la manière dont on gère les personnes qui sont autour de nous qui changent. Quel Congo rêvez-vous de contribuer à bâtir à travers vos actions? Comment? Quel Congo rêvez-vous de contribuer à bâtir à travers vos actions? Un Congo uni. Un Congo où il fait bon vivre. Un Congo où tous les Congolais et les Congolaises se diront « Nous sommes fiers d'être des Congolais et des Congolaises parce que c'est notre pays
et qu'ensemble, on va continuer à le construire. Madame la Première ministre, vous êtes en train d'écrire l'histoire. Que souhaitez-vous que l'histoire retienne de votre passage à la primature ? Le fait que la première femme qui s'est retrouvée à la primature a pu impacter réellement le développement de ce pays, a pu démontrer qu'on pouvait faire confiance à une femme pour travailler en toute intelligence avec des hommes et des femmes et de pouvoir faire avancer le pays. J'espère que ça sera ça et que demain on ne dira pas tout ça qui bassi, mais bassali le côté. Je crois que c'est ça le plus important. On est déjà en train de tendre vers la fin. Madame la Première ministre, vous avez accompli de très très grandes choses et j'imagine réalisé pas mal de rêves. Mais qu'est-ce qui vous fait encore rêver aujourd'hui ? Personnellement. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, je suis dans une position où je ne me projette pas, mais je suis plus dans une position de comment accomplir des résultats maintenant. C'est ça le plus important pour moi. Demain, je me dis, ça arrivera, un jour où je ne serai plus Premier ministre, ça c'est sûr. À moins que je décède en fonction, mais sinon... On ne le souhaite pas. Bon, ça, j'espère que ça ne sera pas tout de suite. Pour j'ai besoin de voir mes petits-enfants. Mais je me dis, je n'ai pas peur du lendemain parce que je me dis que j'ai toujours appris à travailler et que demain, je continuerai à travailler dans une autre position, dans une autre fonction, pas nécessairement dans la fonction publique, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, j'ai une fondation qui commence à travailler sur comment, dans les questions sociales, l'éducation des enfants, ça sera peut-être ça. Comme j'ai travaillé dans le développement aux Nations Unies, la gestion des projets et tout, ça me connaît bien. Mais je pense que le plus important, c'est le travail qu'on fait maintenant et d'avoir les résultats maintenant, comment on va impacter la vie des Congolais, comment on va les changer. C'est ça le plus important pour le moment. Magnifique. Dernière question, Madame la Première ministre. Quel message adressez-vous aux jeunes filles qui doutent encore de leur potentiel ? N'ayez pas peur. Levez-vous et avancez. Que personne ne vous dise que vous n'y arriverez pas. Parce que si vous le voulez, vous arriverez au bout et vous serez ce que vous avez projeté d'être. Et je crois que c'est ça le plus important. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de briser le plafond de verre. Il faut se lever et toujours avancer. Mais avancer dans la droiture. Avancer dans l'intégrité. Avancer dans le respect. J'ai pas beaucoup parlé de ça, mais je pense que ce qui est important et que je dis toujours à mes enfants, c'est il faut apprendre à respecter toute personne que vous rencontrez. Qu'il soit socialement, que vous pouvez le considérer comme petit ou grand, tout être humain a droit au respect. Et donc, je pense que si les petites filles aujourd'hui qui étudient, qui travaillent pour mûrir leur ambition et demain pouvoir être pleinement dans ce qu'elles rêvent d'être, il faut qu'elles respectent les autres parce que ça permettra aussi qu'on les respecte. Mais comme je l'ai dit et comme disait mon père, il faut aussi se respecter soi-même et pour se respecter soi-même, il faut être dans la droiture, dans l'intégrité, savoir bien faire les choses et aussi faire confiance à Dieu. Merci beaucoup, Excellence. Nous avons passé un agréable moment. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît ? Merci beaucoup.
Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. C'était Au-delà de la surface avec la première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka et Naomi Dongbelet Nsele. Merci.